bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans El Una Copa, le podcast 100% Copa América de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme toujours, chers amis, vous êtes les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, La Fiche de la Semaine, Efrica, Pola Latina ou bien l'AFC Corner. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Lucarne Opposé sur notre site lucarneopposé.fr. Aussi, chers amis, sachez que le 7e numéro de Lucarne Opposé magazine est désormais disponible, un numéro consacré aux coupes continentales de sélection, dans lesquelles vous pourrez déguster de savoureuses histoires sur la CAN, la Coupe d'Asie, la Gold Cup ou bien la Copa América. 3e épisode de notre série spéciale Copa América 2019, justement. Au menu du jour, un Brésil qui chasse tellement de fantômes que Bill Murray devrait rejoindre la Seleção pour la finale. Une Argentine pour qui la parenthèse enchantée s'est bien vite refermée, emportant avec elle bien des espoirs et laissant ressurgir bien des interrogations. Un Pérou euphorique, prêt à vivre dans la plus grande des passions une finale de coupe après 44 ans de disette. C'était en 75, Bill Murray avait 25 ans. Enfin, comme de coutume, nous jetterons un œil au carnet de voyage de l'équipe Lucarne Opposé, partie prendre l'air dans les montagnes du Minas Gerais. Vamos lá, meus irmãos, c'est parti pour les miroirs de l'actu. Ça y est, ils y sont. La première finale d'un tournoi, ouvrez les guillemets, qui compte, j'ai envie de dire, fermez les guillemets, pour la Seleção depuis 2007 et sa dernière victoire en Copa América, justement, sans Neymar, sans trop de samba, mais avec beaucoup de travail. Le Brésil a donc en partie exorcisé les démons du Mineirão en venant à bout de l'Argentine lors de sa demi-finale. On en parle de suite avec Marcelin Chamoin. Tudo bem, Marcelin ? Tudo bem, comment ça va toi ? Ça va très bien. Alors dis-moi Marcelin, au regard de la décennie passée de la Seleção, atteindre la finale de sa Copa América, est-ce que ça constitue vraiment une performance pour les Auriverdes ou est-ce que c'est la moindre des choses selon toi ? Non, moi je pense qu'on peut parler de vraies performances vu les équipes qui ont engagées dans cette compétition. On l'a vu avec l'Uruguay qui s'est fait sortir rapidement. Je trouve qu'il y a des très bonnes équipes dans cette Copa América. Donc ouais, la finale c'était pas joué d'avance, il fallait y aller, même si forcément c'était attendu. Je trouve que c'est quand même une vraie performance qui a été faite hier. Et oui, et même au regard de l'équipe en elle-même et de ce qu'a produit le Brésil depuis certaines décennies, il y a presque une étape de passer, presque un tabou brisé, comme ils aiment le dire, quebrar un tabou. Ouais, c'est sûr que 2014 on voit ça a encore laissé des traces. Il y avait aussi les éliminations, ce qu'on peut parler juste de la Copa América qui restait sur en 2016 une élimination au premier tour, en 2011 et 2015 une élimination en quart de finale à chaque fois contre le Paraguay au tir au but. Là ils ont rejoué le Paraguay en quart de finale, s'est retourné au tir au but et du coup il y a une vraie progression dans les résultats. Donc il y avait ce 7-1 en 2014, mais aussi en Copa América les résultats étaient décevants depuis 2007. Et là, cette fois, l'objectif est enfin atteint. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Personnellement, je trouve que Tite a bâti une équipe un peu à son image, j'ai envie de dire modeste et travailleuse, plus que fantasque et joueuse. Qu'est-ce que tu en penses ? T'es d'accord avec ça ? Bah ouais, ils ont toujours pas pris de but dans cette Copa América, donc à partir de ce moment-là, tu peux pas perdre. Et c'est vrai que ça ressemble un peu au Corinthians de Tite qu'on a pu voir quand ils ont gagné par exemple le mondial des clubs. C'est vrai que ça fait pas rêver, mais en même temps, la CBF n'avait pas pris de tige pour retrouver ce football samba qui est maintenant peut-être plus trop adapté au football moderne. Ce qu'ils voulaient avant tout, c'est avoir des résultats, être solide. Et c'est vrai que le Brésil s'est joué en plus différemment, parfois avec la possession. On l'a vu hier, ils ont un peu plus subi, mais sans vraiment se mettre en danger. Et je pense que c'est ce qu'il fallait faire pour gagner ce match
face à l'Argentine plutôt que d'essayer d'être un peu trop joueur et parfois se faire prendre en compte, par exemple. Alors, avec des si, on mettrait le Corcovado en bouteille, tiens, on va dire, et on ne saura jamais ce qu'aurait été le parcours du Brésil avec Neymar. Néanmoins, cette qualification sans lui pour la finale envoie un message fort, non, quand même? Ouais, c'est vrai que même sans lui, l'objectif est atteint, même si je trouve quand même qu'il manque à l'équipe, surtout Everton qui est un peu en deçà sur les matchs à élimination directe. Donc je trouve que son absence est regrettable, même si on l'avait dit que ça peut être avant la compétition, ça peut être un mal pour un bien, parce que ça permet du coup de mettre vraiment en avant la force du collectif. Mais ouais, je trouve qu'il manque quand même un joueur qui peut faire la différence individuellement. On verra si en finale il manquerait pas un Neymar. Je trouve quand même son absence est dommage, même si effectivement le Brésil s'en sort très bien sans lui. Ouais, ça a quand même favorisé le collectif. Moi, je fais souvent le parallèle avec l'équipe de France qui évolue sans Benzema et où du coup le collectif en a peut-être profité. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec le Brésil. Oui, forcément, quand il y a eu pendant un moment au Brésil une Neymar dépendance, c'est vrai que ça passait beaucoup sur son côté, et forcément le fait qu'il soit pas là, ça oblige un peu à recentrer les joueurs, les choses, et puis les joueurs ont les responsabilités qui sont un peu plus partagées. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là qui est évident. Bon, pour terminer, la relation entre la sélection et le peuple brésilien elle est assez morose depuis 2014, c'est peu de le dire, pour les raisons que tout le monde connaît. Si vous ne les connaissez pas, chers auditeurs, il faut vous réveiller. Est-ce qu'il y a du mieux avec cette qualif, selon toi? Est-ce qu'une victoire finale parviendrait à remettre définitivement les compteurs à zéro? Définitivement, je ne sais pas, parce qu'après, il y a eu aussi les Jeux Olympiques 2016 qu'ils ont gagnés à domicile. Bon, même si c'est pas vraiment l'équipe ça n'a pas suffi pour retrouver l'amour. Mais je pense que ça aide surtout. Hier, c'était au Mineirão, donc le lieu du 7-1. Donc gagner ici face à l'Argentine, je pense que ça aide un petit peu à chasser les démons de 2014. L'hymne avant le match était assez exceptionnel. Donc c'est vrai que je pense qu'une victoire finale à domicile et sans Neymar, peut-être que ça peut jouer aussi. Aiderait forcément à reconquérir le public pour la sélection, parce que forcément les Brésiliens aimeraient voir leur équipe gagner, même si je pense qu'il y a aussi d'autres problèmes qui sont hors du foot qui peuvent expliquer un peu le désamour pour la sélection. Des problèmes d'ordre plus politique et social. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et tu en avais parlé lors d'une superbe conférence pour les cahiers du football. Du coup, c'est vrai que c'est des problèmes qui reviennent assez régulièrement. C'était déjà le cas pendant la dictature, et puis c'est vrai que ça se répète un petit peu actuellement. Très bien. Bon, écoute, merci beaucoup Marcelin. Voilà pour le Brésil qui va s'avancer donc pour sa finale de sa Copa América. Et on leur souhaite la victoire, parce que l'équipe en a besoin, mais aussi tout le pays en a besoin un petit peu de sourire avec cette victoire. Merci Marcelin, on se retrouve en fin de podcast. Merci à toi, salut. Belo Horizonte, terminus pour l'Albiceleste, tout le monde descend. Jamais vraiment sereine depuis le début de la compétition, l'Argentine aura donc atteint les demi de ce tournoi, où elle aura paradoxalement montré l'un de ses meilleurs visages, si ce n'est son meilleur visage. Revenons sur le parcours de l'Argentine, avec Nicolas Cougo. Comment ça va, Nicolas ? Écoute, oui, ça va. Mieux que l'Argentine en tout cas, moi ça va. Ouais, c'est difficile d'aller moins bien que l'Argentine, même si on a cru, ils ont fait semblant qu'ils allaient mieux. Bon alors, quels enseignements tirer de cette performance, ma foi, chaotique, mais moins catastrophique que prévu des Argentins? Moins catastrophique, je te trouve un peu gentil. Après, sur le match d'hier, on les a vus en deuxième mi-temps, surtout quand le Brésil est passé en mode gestion. Très franchement, du stade, on n'a jamais eu la sensation que le Brésil était en danger, vraiment. Même s'il y a 2-3 occasions argentines, franchement, mais dans le jeu, ils sont pas en danger. Et puis après, je suis d'accord avec le côté, elle a peut-être fait l'une de ses meilleures mi-temps, la deuxième mi-temps notamment. Mais je pense que c'est vraiment lié à l'adversaire qui, pour le coup, lui a dit vas-y, essaye de faire ce que tu peux. Et voilà. Donc les enseignements, j'ai envie de te dire, les enseignements sont toujours les mêmes avec l'Argentine. C'est qu'on va repartir à zéro une nouvelle fois après une compétition internationale.
et on va repartir dans les mêmes, dans la même chose. On va repartir dans le même cycle. On réinitie le nouveau cycle de l'Argentine. Et c'est usant. Après, on les attendait pas forcément en demi-finale avec le chaos qui régnait au sein de la sélection, autour de la sélection. Donc c'est pour ça que je disais moins catastrophique que prévu. Oui, alors ça c'est vrai. Par contre, paradoxalement, après on les attendait pas. Les Argentins, tu les connais, hein, pour eux, il a gagné la Copa América, c'était réglé. Mais je suis d'accord avec toi, on les attendait pas en demi-finale. Et si tu regardes leur parcours sur cette compétition, c'était tellement laborieux que tu dis ils vont aller au bout cette fois-ci. Parce qu'ils ont eu très très chaud face au Paraguay, parce qu'ils ont eu très très chaud par moments face au Venezuela. Ouais, on les attendait peut-être pas en demi-finale, mais j'ai envie de te dire, on parle de l'Argentine, quoi. Normalement, l'Argentine, on doit l'attendre au minimum en demi-finale, surtout cette génération-là. Donc voilà, c'est un peu le problème, quoi. C'est-à-dire que elle paye. Enfin, je vais dire, on répète les mêmes choses sur l'Argentine. Hein. Elle paye un travail qui n'est pas fait. Elle paye des dissensions internes à la Fédé. Elle paye un chaos total partout dans son football, en fait. Bah oui, justement, et j'ai envie de te dire, il y aura que. Comment sortir de cette crise et du bazar général du foot argentin? Vous avez 2 heures. Ouais, vous avez 2 heures. Franchement, je sais pas. Le problème, après, on peut voir la chose de deux côtés. Enfin, le côté de l'affaire de deux façons. Soit on se dit, ça y est, cette fois-ci, ils vont comprendre. C'est-à-dire que là, on va être positif. Ils vont comprendre que ça va pas, qu'il faut changer le mode de fonctionnement. Et ils vont se mettre au travail. J'avoue, j'y crois pas. Le problème, c'est que on a trop de divisions politiques au sein de la fédération. T'as Boca qui a pris la main sur la fédération, donc du coup qui s'oppose à River. Tout le monde se tire un peu dans les pattes. T'as un président de la fédération qui est pas fort. Pierre, on sait pas trop à quoi il sert. Je pense il peut peut-être sauter, lui, on va voir. Je pense que ça va être règlement de compte à Hockey Coral, une fois de plus. Et puis on va repartir sur les mêmes choses, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir un nouveau sélectionneur. En fait, l'Argentine ne passe son temps à changer de pansement sur une blessure qui ne fait que s'ouvrir. Et en plus, elle est hémophile, donc tu vois, c'est pas évident. Et voilà, je t'avoue que personnellement, je vois pas de sortie à cette crise. On a toujours, tu sais, c'est souvent quand on a un pays en crise ou un football en crise, même c'est un club, parfois, que ce soit des supporters ou des suiveurs, se disent il faudrait une catastrophe pour qu'on reparte à zéro. Le problème, c'est qu'une demi-finale en soi, c'est pas une vraie catastrophe. Je suis pas convaincu qu'il faille souhaiter à l'Argentine de connaître une vraie catastrophe, c'est-à-dire ne pas aller à une Coupe du Monde ou sauter au premier tour d'une Copa América. Je t'avoue, je sais pas. Je vois pas la solution. Je vois que chez les jeunes, ça travaille pas, donc la relève qui va arriver derrière cette génération-là, bon courage, parce que c'est pas gagné d'avance. Parce que on a beau dire ce qu'on veut, cette génération-là, c'est probablement l'une des meilleures qu'a connue l'Argentine. Je parle de la génération des Messi. Hein. Donc, écoute, je suis un peu pessimiste sur l'Argentine, mais ça fait quelques années que je le suis en fait. Très bien, bon. Eh ben on va terminer sur cette note d'optimisme et de gaieté. Et merci beaucoup Nicolas. Et puis on se retrouve, comme je disais à Marcelin, on se retrouve en fin de podcast pour les carnets de voyage. Ouais, ça marche. On les savait plein de talent et dirigés par un entraîneur de qualité, mais peu d'entre nous les voyaient se hisser aussi loin dans la compétition. Ils l'ont fait, les Péruviens sont en finale de la Copa América 2019 après avoir sèchement battu les voisins chiliens 3-0. Mesurons l'ampleur de l'événement avec Romain Lambert. Comment ça va, Romain ? Salut Simon, bonjour à tous. Écoute, comme tu peux l'imaginer, super bien, hein, le meilleur réveil depuis plusieurs mois là. Le meilleur réveil depuis la qualification en Coupe du Monde sûrement. Ouais, c'est ça, on peut comparer à vraiment là ce qu'on a ressenti sur Lima, c'était un peu le même, c'est ça exactement, c'est le même sentiment que pendant la qualification au mondial là, en fin 2017 quoi. D'accord. Ouais, bah oui, j'imagine que la nuit fut courte et animée chez les Incas. Oui, ça fêtait toute la nuit avec des pisco coulés à flot, hein, des pisco péruviens en aussi. Cette fois-ci, on peut le dire maintenant. Oui, ça a beaucoup bu, beaucoup fêté malgré la journée de travail qui attendait demain. Ah oui, là, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, ça va un peu tourner au ralenti. Les gens vont arriver plus tard. Je pense que même les chefs et les patrons vont être indulgents aujourd'hui, mais oui, là, de toute façon, je pense que les gens, ils étaient complètement... c'est vraiment la folie, quoi. Je pense qu'ils pensaient même pas au lendemain, en fait.
D'accord. Et Eddie Fleischmann nous en parlait. Il nous disait que ce qu'il vit en ce moment, il ne l'a pas vécu depuis très longtemps. Il ne l'a même quasiment jamais vécu en termes de popularité de l'équipe. C'est la première finale depuis la grande époque péruvienne de 1900, des années 70, la première finale depuis 75, et le titre de la génération des Cubillas, Sotil, Chale. Et c'est un sacré accomplissement pour la génération actuelle. Comment dire, comment c'est vécu par rapport à cette ancienne génération qui, elle, a été titrée? Oui, du coup, comme tu le dis, ça fait ça fait 44 ans en fait que le Pérou n'était pas allé en finale de Copa América, en finale même plus court, et avec un titre à la clé en plus en 1975 avec ce fameux but de Hugo Sotil. Et oui, c'est vrai que c'est une génération qui pourrait se comparer justement aux années 70-80. Quand on retrouve le jeu du Pérou, des joueurs qui jouent vraiment proprement, qui sont sûrs d'eux, qui ont la confiance, surtout un beau collectif. Et donc oui, c'est vrai que là, moi, pour avoir parlé avec des amis péruviens hier, c'est bon, on a tous à peu près la trentaine dans mon entourage, ils n'ont jamais connu ça. Donc c'est comme, pour ça je te dis que c'était comme vraiment la même sensation que pour une qualification mondiale qui s'est faite après 36 ans. Là, on revient à une finale après 44 ans. La plupart des personnes de moins de 50 ans n'ont jamais connu ça. Donc, tu peux imaginer. Et cette équipe, est-ce que du coup, selon toi, elle aura obligatoirement besoin d'une victoire pour passer à la postérité, ou est-ce que déjà elle est dans le cœur des gens, en tout cas classée au même niveau que celle des Cubillas, Sotil et compagnie? Moi, je pense que c'est déjà une époque historique. Là, pour le Pérou, le travail il est fait, une place en finale. Bon, personne ne voyait le Pérou à cette place-là. On voyait les matchs de préparation, les matchs amicaux qui étaient très très poussifs. Ils ont dû gagner 2 matchs sur les 10 derniers après le mondial. On les voyait difficilement sortir du groupe. D'ailleurs, ils ont terminé 3e de ce groupe. Donc là, vraiment, la place en finale, maintenant même, je pense que bon, une victoire, bien sûr que ça les mettrait encore plus dans la légende, mais je ne sais pas si vraiment là, les Péruviens, ils sont pleinement satisfaits d'une place en finale. Bon, après, j'imagine que Ricardo Gareca va tout mettre en place pour la chercher, et les joueurs, maintenant, ils ont un dernier match une dernière marche, pardon, à franchir pour le titre suprême. Donc bien sûr que maintenant, mais bon, ils vont jouer vraiment libérés et sans pression, quoi, de toute façon. Oui, c'est clair que ça va être les outsiders de cette finale, d'autant plus qu'ils se sont fait fesser par ce même Brésil en phase de groupe. Oui. L'espoir est permis, là, comme tu le dis, c'est maintenant qu'ils y sont là, autant y croire pour de vrai. Oui, voilà, exactement. En plus, je pense qu'il y a même le petit côté revanche contre le Brésil. Ça va être une sorte de jeu même pour les Péruviens. Même si bon, on va pas se cacher, le Brésil est le grand favori. On les voit mal perdre finale, mais bon, dans une finale tout est possible. Et bon, les Péruviens vont aller chercher cette finale. Ils vont compter aussi sur justement voir comment le Brésil va aborder cette finale. Je pense que ça va être difficile d'avoir toute cette pression sur les épaules pour les joueurs brésiliens, en plus au Maracanã. Donc voilà, la balle est du côté du Brésil, et bon, le Pérou, il va un peu attendre la moindre erreur, le moindre aveu de faiblesse de son adversaire pour bien pour les piquer un peu dans le cœur, quoi. Dans leur orgueil, oui, on comprend bien. Alors, une dernière question. On a vu deux Pérou pendant cette Copa América. Le Pérou, par exemple, du quart de finale contre l'Uruguay, qui est plutôt sur la défensive, qui refuse un petit peu le jeu face à un adversaire qui lui est clairement annoncé et sur le papier, a priori, favori. Et un Pérou joueur, comme celui qu'on a vu contre le Chili, et c'est d'ailleurs une des choses qui a dû surprendre les Chiliens qui ne s'attendaient pas à ça, visiblement. Quel visage on peut s'attendre à voir en finale? Le Pérou joueur ou le Pérou défenseur? Alors, le Pérou ne sait pas garer de but. Il ne sait pas défendre comme ça, à la paraguayenne un peu. C'est pas faire. Donc, ça sera forcément un Pérou joueur.
mais appliqué, beaucoup plus appliqué que contre l'Uruguay, que contre le Brésil, parce que contre le premier match contre le Brésil, ils ont peut-être voulu trop jouer et trop peut-être prendre le jeu, et bon, ils ont complètement perdu le match. C'était une catastrophe, et c'était même un accident, ce match-là. Donc contre l'Uruguay, ils n'ont pas essayé de s'appliquer, mais offensivement, c'était le néant. Et là, du coup, ils ont appris finalement de ces deux matchs contre le Brésil et contre l'Uruguay pour faire une bonne chimie entre ces deux matchs, et qui a payé contre le Chili. Donc moi, je m'attends un peu à voir le même Pérou qu'on a eu contre le Chili, et peut-être évidemment un peu plus défensif, parce qu'en face c'est quand même le Brésil chez eux. Donc voilà, je pense voir un Pérou joueur. Très bien, écoute, merci beaucoup Romain. On espère aussi pour toi, en tout cas, parce que nous on est neutre, enfin moi je suis neutre, on espère voir un Pérou joueur, en effet, rien que pour avoir une belle finale, hein, quel que soit le vainqueur. Et puis on espère pour toi que ça va vibrer à Lima, que ça va vibrer jusqu'au bout. Voilà, merci beaucoup Romain, on se retrouve on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer cette finale quoi qu'il arrive. Évidemment, avec plaisir, quoi qu'il arrive. Le Pérou a sa copa, donc dans tous les cas, ça sera avec plaisir. Très bien, salut Romain. Salut. Allez, il est temps de s'envoler pour Belo Horizonte, où la fine équipe de lucarne opposée a déposé ses valises. On ouvre les carnets de voyage. Bonjour messieurs, comment ça va ? Alors oui, aujourd'hui, notre équipe, encore une fois, le chef est occupé, Nicolas Cougo. Alors on aura pour faire ce carnet de voyage de l'équipe lucarne opposée, Pierre Gerbeau, Jordan Bozonnet et Marcelin Chamoin. On va faire un bonjour général, un bonjour choral et je pense inaudible. Comment allez-vous messieurs ? Ça va. Ça va nickel. Ça va, impeccable. Oh vous l'avez fait en canon, dis donc. Voilà, je vous ai demandé un truc complètement désordonné, vous êtes ordonné de vous-même, c'est assez magnifique. Alors messieurs, vous êtes passés de Rio à Belo Horizonte. Tiens, d'ailleurs, avant de parler de Belo Horizonte, le voyage de Rio à Belo Horizonte est assez sinueux, n'est-ce pas ? Ah ouais, clairement, c'est même montagneux, c'est assez surprenant parce que quand on pense Brésil, on pense pas forcément à voir ça et ouais, c'était les petites routes de montagne et c'était ma foi sympathique, sauf peut-être pas pour tout le monde, mais ça va, c'est sympa. Il n'y a pas eu de blessés ? Non, après c'est pas illogique, on passe de 0 mètre à 800 mètres d'altitude, donc c'est pas illogique de passer dans la montagne, quoi. Disons que c'est abrupt, c'est-à-dire qu'en fait c'est un plateau très abrupt, et la route est à flanc de montagne avec des beaux virages enlacés, une route que je connais très bien et que vous allez prendre pour revenir à Rio et voir la finale dans l'autre sens, messieurs, c'est-à-dire en descendant. Je vous laisse réfléchir à cela. Belo Horizonte, la capitale du Minas Gerais, dans laquelle j'ai vécu, que je connais assez bien, et j'aime comparer cette ville et cette région à une sorte d'Auvergne gigantesque, puisque vous l'avez dit, c'est de la moyenne montagne. Ma foi, vous êtes sortis là pour le coup de l'habituelle carte postale brésilienne, vous touchez une partie du pays beaucoup plus méconnue en Europe. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Pas grand-chose, apparemment. À ce point-là. Bon, c'est vrai que non, ça change beaucoup de Rio. Après, on n'a pas eu le temps en vrai encore de vraiment visiter la ville. On a juste un peu parcouru en Uber pour se rendre au stade et puis pour aller au Cruzeiro aussi, mais c'était dans le même coin. Donc on n'a pas vu grand-chose, mais c'est vrai que ouais, c'est pas Rio. On perd aussi quelques degrés le soir. Mais on va essayer cet après-midi de voir un petit peu plus la ville, histoire de dire qu'on a fait quelque chose quand même. Vous allez me dire que vous n'êtes pas encore allé prendre quelques caipis ou quelques bières ? Si. Non, le premier soir. On travaille dur, on n'a pas le temps. Très bien, ça c'est bon à savoir. Tu allais dire quelque chose, Jordan ?
Non, juste le premier soir, quand on allait manger des pizzas, là, on s'est baladé un peu. Il y a un endroit où ça bouge pas mal, où il y a tous les bars. Et après, sinon, on n'a pas fait encore grand-chose. On se baladera cet après-midi pour découvrir un peu plus la ville. Et c'est sûr que pour passer de Rio à Belo Horizonte, il faut se mouiller la nuque. Faut se mouiller la nuque, c'est-à-dire c'est-à-dire que y a rien à voir, quoi. Et c'est beaucoup mieux Rio que Belo Horizonte. Ah, bah voilà un avis tranché. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est le climat, déjà rien que le fait qu'il y ait l'océan à Rio, c'est totalement différent. Après, au niveau de la chaleur, il fait beaucoup plus chaud à Rio. C'est vraiment, moi je m'attendais à ça du Brésil, quoi. Je pensais à Rio et Belo Horizonte, c'est totalement différent. Vous avez Pierre et Marcelin, mais vous avez le même avis, les gars? Après, on peut pas trop dire sur Belo Horizonte parce qu'on n'a pas encore vu ce qu'il y avait à voir, mais c'est sûr que la comparaison avec Rio est difficilement stable. Ouais, en fait, je pense que effectivement, il y a beaucoup moins d'activités touristiques à faire ici. D'ailleurs, Simon, j'ai remarqué que même si tu as vécu, tu ne dis pas Beaga pour parler de Belo Horizonte. Si, je dis Beaga, mais je voulais pas faire. Je tombais pas dans le délit d'initié. Alors là, on a des auditeurs. Je dis Belo Horizonte. Donc non, il y a un peu moins d'activités touristiques à faire et effectivement, le fait qu'il n'y ait pas l'océan, ça fait qu'on n'est pas Rio, mais c'est une ville qui m'a l'air assez moderne, où il y a beaucoup de parcs et c'est somme toute assez agréable. Hein. Ouais, je dénigrerai pas Beaga, mais même si on n'en a pas vu beaucoup, là, on a vu quelques parcs, ça a l'air d'être une ville, ma foi, fort sympathique. Après, on a quand même vu un joli point de vue. Faut pas l'oublier. Ah oui. Dans les hauteurs de... Exact. Praça do Papa. Ah, vous êtes allé à Praça do Papa. Oui, en effet, voilà, on a un quartier, très gros panorama sur la ville. Quartier assez riche. Un beau quartier, quoi, avec des belles maisons. Messieurs, tu l'as évoqué, Marcelin, vous êtes allé faire un tour du côté de la Toca da Raposa, l'antre du renard de Cruzeiro, l'un des deux clubs phares de la ville. Pour faire un reportage, on va pas plus en dévoiler parce que les gens le découvriront sur le site. Ça s'est bien mais somme toute, ça s'est bien passé, sur à ce petit déplacement, cette petite visite du centre d'entraînement de Cruzeiro. On était en fait dans le centre qui est maintenant utilisé par le centre de formation. Ça a changé en 2012, les pros sont passés sur un autre lieu. Du coup là c'était vraiment maintenant il n'y a plus que les jeunes, mais oui, avant c'était là où s'entraînaient les jeunes et les pros. Et du coup on a pu faire une petite interview qui va arriver prochainement. Ça respirait le football mythique brésilien autant que ce que tu connais à Rio, parce que c'est quand même un gros club, Cruzeiro. Ouais, franchement le centre est assez sympa. La pelouse elle date de l'arrivée du centre, en fait, elle n'a jamais été changée, donc c'est une pelouse des années 70, quoi. Donc ça respirait assez le foot. On imagine les légendes qui sont passées par là. Il y a eu quoi comme légende, tu peux nous rappeler? Du coup, il y a eu la grande époque Tostao, Dirceu Lopes et Piazza dans les années 60-70. Et puis après, dans les années 90, il y a eu Ronaldo, puis il y a eu d'autres joueurs. En 2003, ils ont fait le triplé national. Il y a un mur avec tous les joueurs qui ont été formés au club et c'est assez impressionnant de voir ce mur avec toutes les légendes qui ont été formées, pas seulement qui sont passées par Cruzeiro, mais qui ont été formées au Cruzeiro. Alors, dont Jussier. Dont Jussier, oui, tout à fait. Et Wendel aussi, pour parler d'autres bordelais. Et Maxwell. Et Maxwell. Il y a passé très peu de temps. L'autre gros club de la ville, c'est l'Atlético Mineiro, un gros derby. On oppose toujours le Cruzeiro à l'Atlético Mineiro. Vous avez ressenti rapidement le football Mineiro? Vous avez vu des maillots? Vous avez vu des choses qui vous ont marqué? Ouais, les deux. Hier, quand on est allé au stade, il y avait les deux. Il y avait le maillot de l'Atlético Mineiro. Il y avait le drapeau aussi brésilien avec le logo de l'Atlético Mineiro. Et quand on est allé au centre d'entraînement hier, on a compris, ils nous l'ont expliqué que il y avait une grosse rivalité entre les deux. Et d'ailleurs, c'est marrant puisque les deux s'affrontent au Mineirao mercredi prochain, il me semble. Donc c'est assez sympa de vivre cette rivalité peu de temps avant un match entre les deux. Généralement, ils font monter la pression et pour
avoir encore des groupes de WhatsApp d'amis brésiliens du Minas Gerais, de Belo Horizonte. La pression monte déjà. Et là, le dernier, la dernière petite guéguerre, la dernière vanne, et ça va amener d'ailleurs mon dernier point, c'était justement sur le fait que le Brésil-Argentine se joue au Mineirão, se joue à Belo Horizonte, et que le Brésil était reçu au centre d'entraînement de l'Atlético Mineiro, que l'Argentine était reçue au centre d'entraînement de Cruzeiro, et que pour la réception de ces deux équipes, l'Atlético Mineiro avait fait une rangée, un corridor, un couloir de maillots, et Cruzeiro avait fait un couloir de trophées. Donc les supporters de Cruzeiro n'ont pas manqué de rappeler, de taquiner l'Atlético Mineiro en leur disant qu'ils n'avaient pas assez de trophées pour pouvoir en faire un couloir à leurs autres comme eux. Et voilà, je disais, ça m'amène à mon dernier point. Vous êtes allés vivre ce Brésil-Argentine au Mineirão, après avoir été déçus lors du match d'ouverture au Morumbi, puis voir un petit peu la sauce monter avec d'autres sélections. Est-ce que cette fois, une demi-finale Brésil-Argentine, est-ce que ça y est, les Brésiliens étaient enfin chauds? Ouais, c'était sympa, ouais. Ouais, c'était très très sympa. Il y avait beaucoup de maillots jaunes. On l'a vu sur tout le chemin menant au stade. L'hymne était incroyable, vraiment. Et ça a poussé. Il y a eu des Brasil qui descendaient de tribune, ou des 1000 goals. Et donc, ouais, là, c'était une vraie bonne ambiance brésilienne derrière son équipe pour cette demi. Ça, pour moi, c'est clair. Est-ce que vous avez ressenti un peu plus de cohésion, vous aussi, Jordan et Marcelin? Ouais, dès le début, juste l'arrivée au stade, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de maillots jaunes déjà. Après l'hymne, je sais pas comment ça a rendu à la télé, mais au stade c'était assez exceptionnel, surtout toujours la partie avec Ecolas. Là, pour le coup, ça faisait penser à 2014, c'est assez dingue. Et après, ouais, le public dans son ensemble a vraiment réagi à chaque action du match, et qu'il y avait une petite faute, un petit fait de jeu, tout le public réagissait. Après, sur les chants, c'est vrai que le Brésil, c'est pas non plus la spécialité par rapport à l'Argentine. Mais du coup, ouais, c'était une vraie ambiance de classico et de demi-finale de Copa América à domicile. Donc, sur ce match-là, ouais, c'était assez costaud. C'était vraiment l'ambiance qu'on attendait de ce match. Brésil-Argentine, au Brésil, demi-finale Copa América. On s'attendait vraiment à une ambiance de folie et on n'a pas été déçus, pour le coup. Et d'ailleurs, petite anecdote, on avait des places derrière les buts et on a vite déguerpi. Marcelin, il pourra en témoigner. En fait, on était en plein milieu des Argentins, dans leur COP. En gros, ils étaient, peut-être 2-3 000. On était en plein milieu. Et du coup, ils nous ont expliqué que, en fait, tous les Argentins s'étaient mis là pour être regroupés. Et du coup, on a vite bougé de place. On s'est mis un peu plus haut avec les Brésiliens. Surtout pour la vie de Marcelin, en fait, non? Oui, je ne sentais pas faire le match là, même si on peut dire que ça s'est bien passé quand même entre Brésiliens et Argentins. C'est vrai qu'à un moment on pouvait craindre un peu ça, surtout que quand l'Argentine était menée, mais ça s'est fait dans un climat assez paisible, même si il y avait forcément une présence policière qui était importante, mais il n'y a pas eu de débordement. C'était finalement assez cool, même après le match. Il y a des Brésiliens et des Argentins qui ont pris des bières ensemble, donc j'allais dire pour une fois pas forcément, mais de ce côté-là ça allait, quoi. Ouais, surtout quand même pas loin de déraper à des moments. Ouais, et en plus pour compléter, quand on est allé au Maracana faire Argentine-Venezuela, vendredi dernier, ça a un peu chauffé vraiment à la sortie du stade. Il y a dû avoir intervention des stadiers parce que entre Brésiliens et Argentins, ça se chauffait un peu. Donc il y a vraiment pas d'incident et ça faut le signaler. Et pour le coup, la sécurité, elle était renforcée sur ce match. Il faut savoir que les militaires, les policiers militaires du Minas Gerais sont réputés comme les plus durs du Brésil. Bon, messieurs, j'ai l'impression qu'il y a un chien qui sonne la fin de cet entretien, de ce carnet de voyage, un cabot qui en a marre de vous voir dans Minas Gerais. Donc on va se quitter là-dessus et on se retrouvera pour le dernier épisode, le dernier carnet de voyage, donc à nouveau. Pour parler de votre dernière expérience à Rio et ma foi de la finale, puisque vous allez la voir cette finale. Merci beaucoup messieurs, merci Jordan. Merci à toi Simon. Merci Marcelin. Merci à toi. Et merci Pedro. Muito obrigado. Ah, pas mal, ça évolue. Merci beaucoup messieurs, à très bientôt. À bientôt.
Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Hello na Copa. Salut les amis!